Aujourd'hui, on vous Incroyable. parle de Bottoms, qui, figure-toi, Nam, a priori un titre français, et ce serait Amour et Self-Défense. Je te propose qu'on l'appelle Bottoms, ça te va? Oui. Oui, 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 ça va très bien. Pour des raisons évidentes de qualité de titre. C'est réalisé par Emma Seligman, qui a été remarquée pour son film Shiva Baby en 2020. Et sa co-scénariste, c'est Rachel Sennott, qui est également l'actrice de Shiva Baby et l'actrice principale de Bottoms, mais qui, ce coup-là, l'a aidé au scénario. À la musique, on a Léo Birenberg et Charlie XCX, qui s'est chargé de faire des morceaux pour la musique, chanteuse de pop. Léo Birenberg, il avait plutôt travaillé à la télévision, notamment il avait travaillé sur la série Cobra Kai. À la photographie et au montage et à la production, c'est intéressant à signaler, ce sont trois femmes, puisqu'à la photographie, on a Maria Rouche, qui est également une collaboratrice régulière de Emma Seligman. Au montage, on a Anna Park, idem. Et à la production, on a Elizabeth Banks, qui décidément continue à produire pas mal de films, après Cocaine Bear notamment, et qui se lance vraiment là-dedans. Également au casting, nous avons Ayo Edebiri, qui a joué dans The Bear et qui fait la voix d'April O'Neil dans le dernier dessin animé des Tortues Ninja. Et nous avons Ruby Cruz, qui a joué dans les séries, plutôt dans des séries aussi, donc dans Mare of Easttown et dans Willow, par exemple. Euh, Nam, veux-tu que je fasse le pitch ou veux-tu faire le pitch? Bah, comme tu veux. Bah écoute, je commence le pitch et puis tu complètes, ça te va? Alors, du coup, le pitch, alors assez simple, nous sommes face à un teen movie qui se déroule dans un lycée et nous avons deux jeunes adolescentes, PJ et Josie, qui cherchent à perdre leur virginité. Alors déjà, on voit qu'il y a un petit twist par rapport au teen movie habituel, parce qu'en général, c'est plutôt réservé aux garçons ce genre de problématique. Et deuxième petit twist, elles veulent perdre leur virginité, mais elles sont lesbiennes. Donc un peu moins un twist puisqu'elles doivent draguer des femmes, mais en tout cas un take un peu neuf sur le film de perte de virginité qui est quasiment devenu un genre en soi. Chacune d'entre elles a un peu un crush dans la promotion du lycée, on va dire ça, ou dans leur classe, même plus précisément. Sauf que Sur des malheureusement, pop girls. ouais, ah oui, ce sont des pom-pom girls, c'est important. Et notamment, l'une des pom-pom girls sort avec le quarterback du lycée. Donc jusque-là, on est sur du très classique. Quarterback avec lequel cette pom-pom girl va se disputer au début du film. Et elle sera protégée par les deux amis, PJ et Josie, qui vont percuter le quarterback avec leur voiture. Et par percuter, j'entends le toucher très mollement. Mais pour le quarterback reviendra le lendemain avec des béquilles. Et une rumeur se propagera dans le lycée disant qu'en fait elles l'ont passé à tabac à la sortie du stade de foot et qu'en fait peut-être bien qu'elles étaient en maison de rééducation avant et en fait elles ont une réputation qui leur est faite de girl hyper badass. Ce qui peut être vrai pour PJ qui est une grande gueule et c'est un peu le genre et qui pour Josie est assez rigolo parce que c'est plutôt une fille assez timide on va dire. Sur la base de ça, le principal va les convoquer et le principal va leur dire mais qu'est-ce que vous avez fait elles vont dire non mais nous on a juste utilisé des pratiques de self-défense qu'on a apprises et ce mensonge qu'elles font au principal va leur donner une idée, celle de créer un club de self-défense pour les filles dans leur lycée. Club de self-défense qui n'est en fait qu'une couverture pour draguer les autres filles et surtout lors de crush. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, c'est censé être un club de self-défense, mais en vrai, c'est un fight club. Oui voilà, c'est ça, c'est-à-dire que elle présente ça comme un club de self-défense, mais dès le début, c'est on va se foutre sur la gueule et on va se taper dessus. Euh, donc voilà. Donc comme d'habitude, j'ai fait un petit diaporama pour avancer dans le film. J'ai pris des images qui me semblaient assez pertinentes. Et pourquoi pas commencer par le début du film, ça paraît assez logique. Avec PJ qui est devant son miroir en train de se maquiller. Et tout d'abord, bah, elle est caractérisée par un peu sa chambre. Et on voit que sa chambre, donc elle a des petites peluches, des petits souvenirs personnels, des affiches de manga, des choses qui montrent qu'elle a déjà une personnalité assez affirmée, en tout cas assez affirmée pour un personnage de teen movie, puisque d'habitude dans les teen movies, du moins les plus classiques et les plus commerciaux, on a tendance à avoir des chambres plutôt très appartement témoin, bon goût et un peu oh je rêverais d'avoir cette chambre avec un grand miroir et ce genre de choses. Et là, bah, au contraire, on voit une chambre avec une chambre qui fait un petit peu réaliste, quoi, d'une certaine manière. Ah oui, non, ça. De toute façon, il y a un vrai traitement qui est apporté à la caractérisation des personnages. Ouais.
et à rendre le truc possible. Alors ça reste une comédie quand même assez exagérée dans pas mal de choses, mais ils apportent quand même beaucoup de soins à certains passages, certaines scènes, et ouais, c'est vrai que juste les décors, par exemple, quand on compare les chambres de Peggy et Josie, c'est pas du tout les mêmes genres d'ambiance. Oui, puis même Euh, les deux pom-pom girls, après, je crois qu'on voit leur chambre aussi. Peut-être au moins une. on voit que celle de Brittany, je Ouais, crois. celle de Brittany, qui est Qui, une mais chambre de pour princesse, Brittany, ouais, c'est la chambre Ikea. qui est une chambre Ikea, mais qui même a une certaine démesure et un certain faste euh, qui dépasse un peu les canons visuels du genre en général. Aussi, donc oui, là tu parlais de la caractérisation des personnages. Pour moi, c'est déjà le premier point fort du point fort du film, c'est-à-dire que on voit que par exemple l'actrice principale est co-scénariste parce que son personnage, il a tout de suite une gouaille, il a tout de suite une personnalité. euh, il est tout de suite attachant, et comme tous les autres personnages du film vont être très vite attachants, quoi, finalement. Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de PJ a notamment bien été réussi, parce que c'est typiquement le genre de personnage qui aurait pu être horripilant Ouais, et que tu aurais eu envie de détester, parce que c'est une grande gueule, mythomane, qui oui, va toujours elle est pousser les problématique gros. à de nombreux niveaux, on va dire. Ouais. Et ne serait-ce que son idée d'ailleurs de faire un, un espèce de club juste pour pouvoir draguer les autres nanas, fait qu'en fait elle se comporte classiquement comme le mec toxique des teen movies, quoi, d'une certaine manière. Ah oui, non, mais c'est typiquement, c'est genre le mec hétéro en rut du C'est film ça. classique, quoi. Sauf que c'est une Sauf que fille. bon, bah, sauf qu'elle est lesbienne, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, PJ donc à droite pour bien resituer, et Josie à gauche, euh, qui sont donc les présidentes du club, et on voit tout de suite entre elles deux la différence de pose et d'attitude, une qui est un peu en retrait, timide et mal à l'aise, et l'autre qui est effectivement la grande gueule devant. Et bah, en plus d'être un teen movie, on pourrait dire que c'est un peu un buddy movie, dans le sens où on a vraiment deux Mm. personnalités qui sont différentes, et en plus d'être une comédie romantique, en tout cas qui va essayer de jouer sur les sentiments, leur relation amicale va être extrêmement importante tout au long du film. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que leur relation ne soit que amicale. Oui, Parce que les deux sont lesbiennes, donc peut-être que le film aurait pu. Et en fait, pas du tout. Voilà, elles sont juste amies. Et c'est très bien comme ça. Aussi pour le film. Voilà. alors je regardais une interview de la réalisatrice juste avant qu'on commence, et elle disait qu'au début du film, il y a une scène coupée où elles étaient toutes les deux en camp de vacances et découvraient ensemble le plaisir solitaire, mais c'était tout, et finalement ils avaient décidé de la retirer. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi, le fait qu'elles soient juste amies, et finalement, parce que on se doute en fait qu'elles se connaissent depuis très longtemps, quoi. Mm. C'est un peu des amis de longue date. Euh, Bah, fait que ça rend la relation plus touchante, et ça évite d'ajouter en fait des péripéties entre elles qui n'auraient pas eu grand intérêt. En plus, oui. Voilà. Voilà les premiers membres du club. PJ, quand elle va les voir pour la première fois, va dire mais pourquoi il y a que des moches? Ce qui est tout à fait sympathique de sa part. Dans les différents membres du club, donc il y a celle à droite qui est un petit peu cachée, qui est Hazel, et qui sera un peu la secrétaire du club, et qui aura un rôle quand même très important dans l'histoire. Et également celle en rouge sur le côté, euh, qui elle est vraiment venue pour se battre, qui est vraiment Oui. la Égueulé. égueulée. Euh, tous ces personnages-là, alors là c'est vrai que là on vous a donné deux personnages, et aussi la jeune fille Il y a noire qui celle est au qui est au milieu. milieu aussi, Voilà, qu'on voit pas mal. elle aussi a une importance, et notamment ils lui disent à un moment mais toi en tant que républicaine, est-ce que tu penses pas que, donc tu vois, même les personnages très secondaires arrivent à avoir quand même une caractérisation avec de la personnalité, des enjeux politiques, un background. Il y en a certains, un background, elle vient plutôt d'un quartier riche ou plutôt d'un quartier pauvre. On arrive à savoir ça sur elle, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que la Hazel. Alors, certes, le film, c'est vraiment sur PG et. Comment Josie, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Euh, ouais. Mais Hazel, c'est un peu la troisième membre du groupe. Oui, Euh, et en fait, tu sens que c'est un peu l'amie qui est arrivée un peu après. Donc, elle est moins proche de PJ et de Josie qu'elle entre elles. Mais voilà, elle fait quand même partie des moteurs qui permettent au film d'avancer. et Et je me suis fait la réflexion même c'est aussi un des personnages les plus importants du film au final. que Hazel, en fait, dans n'importe quel autre rom-com dans ce genre-là ou teen movie, ça aurait peut-être été elle le personnage principal, en fait. Parce que Mm. c'est elle qui a le plus de problématiques à régler et de sujets à régler. Et là, elle apparaît un peu en second rôle, quoi.
et fait Donc péter des voilà. trucs. Donc comme on a dit, hein, c'est un fight club. Donc en fait, comme elles n'ont pas vraiment appris le self-defense et qu'elles ne savent rien y faire, elles décident de vraiment se taper sur la gueule pour pouvoir apprendre. Et finalement, c'est une technique qui marche, quoi. Mais, mais voilà, ça commence par un gros coup de poing dans le nez. Et la plupart des personnages d'ailleurs du club vont se balader le reste du film avec des pansements sur le coin de la gueule, des bleus ou ce genre de choses. D'ailleurs, petite précision par rapport à l'ambiance du film, parce que bon, on est sur une comédie où des fois il se passe un peu n'importe quoi, c'est un peu crétin et tout. Bah, dans la plus pure tradition des lycées de comédie américaine. Et au contraire, je trouvais que la violence de ce film était plutôt réaliste, Ouais, qui se jouerait vachement avec le reste de l'ambiance. Parce que des fois, t'as des blagues qui étaient complètement méta. Par exemple, avant cette scène, il y a un passage où ils sont dans une classe. ouais. Et c'est genre, elle arrive, le prof il dit trois trucs, la scène se fait, et puis ça sonne. Et puis en repartant, PJ fait c'est tout ce qu'on fait dans cette classe. Ah, exactement, c'est vrai que je pense que c'est important de signaler que le film a une dimension un peu parodique autour des teen movies, c'est-à-dire c'est un film qui se passe dans l'univers des teen movies, quoi, d'une certaine manière. Et pourtant, alors justement là, la photo, ça caractérise bien les choses, c'est-à-dire que par exemple, les joueurs de football américain sont toujours en tenue de football américain avec leurs épaulettes et avec leur costume complet, et tous les personnages sont uniquement selon leur caractérisation. Et ça donne à la fois au film un côté presque un peu. Alors, comme disait là Geoffrey en commentaire, effectivement, le film est assez frais en fait, parce que justement, ça joue avec les codes du teen movie. Et en même temps, c'est très ancré dans des personnages assez réalistes, des situations assez réalistes, et notamment le fait que tu arrives en cours et que tu es un prof qui en a un peu rien à foutre et qui te laisse travailler sur le côté, bah. Voilà, il y a toujours un ton qui est assez décalé, et tout en étant ancré bah, dans la réalité, quoi, d'une certaine manière. Mais en fait, il y a un peu le côté, comment les personnages importants ou secondaires ou tertiaires, ils vont prendre le temps de nous donner des informations dessus, bon, plus ou moins selon l'importance des personnages. Et par contre, tous ceux qui sont dans le fond et qui interagissent jamais, ils sont juste caractérisés, mais vite fait, par voilà, leur apparence, avec qui ils traînent, Exactement. Même et c'est tout. à un moment, on va croiser le weirdo du lycée, et ça va être juste vraiment une parodie de gothique Mm. emo qui est incarné et qui dit je vais tout faire exploser. Aussi, dans le film, on est toujours dans des décors qui correspondent à l'univers du lycée. Parfois, on s'éloigne un petit peu, on va à d'autres endroits comme les chambres ou ce genre de choses. En tout cas, des décors qui sont en rapport avec le teen movie. Et il y a très peu d'extérieur. D'ailleurs, même à la fin, il y a un match de football américain avec une autre tribune, et l'autre tribune est complètement vide, quoi. C'est-à-dire, il n'y a personne de l'autre équipe qui est venu voir le match. On est toujours vraiment dans le microcosme du lycée, et c'est vraiment. Il y a un côté presque pièce de théâtre par moment, avec des personnages qui vont se balader et se croiser dans des décors, quoi, d'une certaine manière. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, par exemple, la première scène au début, bah, c'est une des rares scènes en extérieur, c'est une fête foraine. Ouais, Mais du coup, c'est vrai que le film, il y a peut-être il y a un côté, ça pourrait se passer en une semaine, tu sais. Euh, bon, même s'ils nous disent que le Fight Club, c'est tous les jeudis ou je sais pas quoi. Mais il y a le côté, bah, ça commence par une fête foraine le week-end, ça se termine par un match le week-end. Le à personnage note. d'Isabelle sur la gauche assise est iconique, puis elle est sublime. Tu parlais Alors, celle avec les cheveux bleus, là? Ah non, à gauche. Ah oui, non, Non, oui, non, oui, oui, Isabelle, pardon, non, non, Isabelle. Isabelle, c'est celle du milieu C'est en la blanc. pom-pom girl, oui, 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 oui. Son personnage est super parce que à un moment ils font un groupe de parole et effectivement elle dit moi je passe pour la bimbo alors qu'en fait j'ai créé ma marque, je veux être une femme puissante et je veux pas du tout qu'on me réduise à ça. Ce qui Non, non, est. non, 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 C'est pas elle? ça c'est Brittany Ah qui dit ça, c'est la c'est blague pas justement. Brittany à gauche? Non, non, parce que Isabelle, c'est celle du milieu, Ah ok. c'est celle en blanc. Très bien, c'est celle en blanc. Donc Isabelle effectivement c'est le crush de Josie et Brittany c'est le crush de PJ. Voilà, c'est ça. Mais Isabelle c'est celle qui sort avec le quarterback donc. C'est ça. Et Aussi. Brittany, c'est vraiment bah, celle dont tu parlais. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment la meuf très effacée, où t'as l'impression qu'elle a. Même à un moment, elle a dit qu'elle a pas de personnalité, Ouais. et qu'en fait, elle suit Isabelle. Et même elle, au final, elle se retrouve à oui, avoir une petite caractérisation au-delà de ça, de Mhm. juste, bah, c'est. Je suis belle, sachant qu'elle est mannequin dans la vraie vie. Voilà. Personne n'est étonné. C'est ça. Euh, Tandis que Isabelle, elle va plus être bah, entre le quarterback et Josie au bout d'un moment. Oui, mm, parce que le fait que les deux autres aient blessé le quarterback, ça qu'on n'a pas précisé, ça fait que Brittany et Isabelle,
leurs crushs, bah déjà les ont reconnus Ouais. et sont venus leur parler. Ils sont venus Oui, à Isabelle. Alors, je sais pas. Oui, en tout cas, Isabelle, du coup, on découvrira que elle est intéressée par Josie. Et que d'un autre côté, malheureusement, pour PJ, Brittany, elle, est totalement hétérosexuelle et pas du tout intéressée Oui. par PJ. D'ailleurs, c'était très drôle cette scène de coming out hétéro. Oui, c'est ça. Ah, très mignon en plus, c'est la manière dont elle le dit, c'est-à-dire qu'on voit que Brittany, qui est un peu censé être le personnage de la bimbo, en fait, est sans doute le personnage caractérisé comme étant le plus intelligent, le plus sensible et le plus empathique de tous les personnages. Mm. Donc, s'ensuivent donc des scènes de bagarre où elle se retrouve pour apprendre à s'entraîner, et évidemment, comme il y a de la lutte, il y a des retournements, des rapprochements et du frotti-frotta, et notamment, bon, bah, voilà, il y a un parallèle qui est fait entre la lutte et le besoin de frottement, de contact physique et donc de rapport sexuel, quoi, d'une certaine manière. Ça, Ouais, ils c'est le font aussi avec le Hazel. football américain à la fin. Donc ça, oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est Hazel. Voilà, donc effectivement, les endroits du lycée qu'on va voir, c'est vraiment le gymnase, le couloir, la salle de classe, le stade, et c'est à peu près tout. On n'a pas eu les toilettes. D'habitude, il y a ça dans les teen movies en général. Confidence dans C'est les vrai qu'on a toilettes peu de du scènes dans les lycée. toilettes. Je crois pas qu'il y en ait. Mais donc voilà. Et aussi, juste pour revenir également sur les décors, faut préciser que c'est quand même un film qui a un petit budget, qui a 11 millions de dollars de budget. Donc je pense que ce parti pris de mise en scène, qui au final marche très bien, vient d'une contrainte économique à la base, à mon avis. Mais c'est ce qui fait aussi que le film a une espèce d'ambiance comme ça, un peu hors du temps et un peu comme si on était dans le monde des films, quoi. Donc comme je disais, hein, Ils ont des Josie, portables dans le film. est-ce qu'ils ont des Là, portables? Bonne question. Eh ben je pas crois pas, hein. trop, non. Alors de toute façon, je pense que alors petit fact-check, je vais regarder quel âge a la réalisatrice, La Music Club, ouais, un mais petit elle est peu, assez ouais. jeune. Non, elle a 28 ans, j'ai vu Ouais, ça elle tout à a l'heure. 28 ans. Et en fait, on voit que elle a plus des références de même ce plan-là, hein. Pour moi, ça me rappelle vraiment plutôt les années 90 ou le début des années 2000. Enfin, ça me rappelle un peu mon adolescence à moi, la manière dont c'est représenté en fait. Et il y a un truc comme ça avec les teen movies Mm. où il y a toujours un effet de décalage en fait. Quand un teen movie est fait, comme les réalisateurs sont en général plus âgés que les adolescents du moment, ils prennent des références de leur époque. Et c'était déjà le cas par exemple à l'époque des films de John Hughes où on pouvait voir que ça avait beau être les années 80, la caractérisation des personnages, la manière dont ils étaient présentés, avait quand même des réminiscences d'une adolescence dans les années 50 ou dans les années 60. Et, et Ou là, oui, comme le Geoffrey film dit, ouais, mince, de George Lucas, ouais, American euh, Graffiti, American Graffiti, ouais, ouais. qui lui carrément est historicisé, c'est-à-dire carrément, c'est un film qui reprend, qui directement est placé dans les années 50. Et donc Oui, c'est elle, ça. je pense Alors que le film que, est sorti fin des années 60. hmm, je pense que Emma Seligman, comme dit Geoffrey, il y a une vibes Glee, et je pense qu'effectivement, il y a 10 ans, elle avait tout à fait l'âge à regarder Glee et avoir ce genre de référence. Donc voilà, comme je disais, Josie et Isabelle vont se rapprocher petit à petit. Autre chose qui est très intéressant dans la manière dont l'univers visuel est créé, c'est que nous avons affaire à une esthétique visuelle qui est... Change d'image, change d'image. Ah oui, pardon, il y a... Bon, oui, bon, vous avez Ouais, vu, non, bon. mais Twitch, ouais, non. Effectivement, il y a un pénis, je n'avais pas vu à l'arrière. Oui. Alors c'est un pénis artistique, hein, n'est-ce pas? J'avais pas pensé à ça. En tout cas, tout ça pour dire que l'esthétique du film est toujours dans une optique queer et que même les personnages qui sont masculins et qui sont censés être les virils hétéros sont en fait présentés avec tous les codes de jeunes hommes homosexuels, que ce soit Bah, dans leur apparence physique, dans la manière qu'ils ont de se comporter ou dans les décors qui est complètement homoérotique autour d'eux. ah oui, oui, bah c'est Jeff, le fameux quarterback, Ouais, et qui est un peu l'alpha et l'oméga du lycée, la manière dont il est présenté. Même plus que du lycée, c'est vraiment de la ville, parce que c'est en mode toutes les meufs hétéros veulent se le taper, même les mères de famille. Euh, ouais. et, euh, et ouais, il y a tellement de passages où en fait ça pourrait complètement être un homo. Ouais, ouais, bah, et Non, d'ailleurs, non, à mon avis, c'est- le casting du personnage principal, de l'acteur qui joue Jeff, c'est Nicolas Galitzine, qui a été casté notamment dans un rôle d'homosexuel cette année, dans My Dear Fucking Prince, également sur Prime Video. Et en fait, je pense que le choix de prendre des acteurs qui ne sont pas justement dans les codes de genre habituels du teen movie est assez volontaire. Et dans la forme en général, de toute façon, en tout cas dans la forme visuelle, après je reviendrai sur
la forme scénaristique, mais en tout cas dans la forme visuelle, il y a toujours une esthétique queer qui est là. Et également toujours, là j'avais pris cette image-là, toujours un soin qui est apporté à la palette de couleurs pour créer des ambiances. Euh, Mm. et notamment, bah voilà, on voit que là, du rouge, du bleu, un peu dans l'image. Et ce qui fait que même si le film n'a pas un très gros budget, il y a toujours visuellement un soin qui est vraiment apporté à la palette de couleurs pour toujours continuer à être dans cette espèce de mood un peu esthétisant, on va dire. Ok, donc on arrive. Alors une fois, alors le film ensuite va suivre, disons, les péripéties habituelles d'une comédie romantique. C'est-à-dire que les personnages vont se rapprocher, puis à un moment finalement la supercherie du club va être révélée et donc ils vont commencer à se disputer. Donc ça c'est le scénario habituel et tout va se conclure par un climax. Et là le film part un petit peu en cacahuète. Alors je dis un petit peu, euh, c'est par rapport au canon du scénario de la rom-com habituelle. Euh, Moi, je pense que le film a parfois un petit peu le cul entre deux chaises, entre être vraiment une parodie de teen movie, comme a pu l'être par exemple un film comme Sex Academy, par exemple, à l'époque, ou ce genre de choses. Et d'un autre côté, Oh, les rêves. ouais, bah, les rêves de vieux, hein, excuse-moi, et aussi de subvertir un peu le genre de teen movie, notamment en apportant cette esthétique queer. Malheureusement, je trouve que autant sur le visuel, ça vient subvertir l'esthétique habituelle, autant sur le scénario, à part ce tout petit déraillement final dont on va parler, on reste quand même sur un chemin qui est très normé pendant 90% du film. Je Ah pense que oui, tout à fait. ça reste habituel. Donc il y a un grand match de football américain entre les deux équipes rivales, hein, le lycée, et ça doit être le lycée d'à côté, Alors, qui sont les rivaux. c'est plus. Il y a un match qui est prévu. Parce qu'on ne voyait pas de match finalement. Oui, c'est ça. Oui, oui, finalement, ils font que se bastonner. Et notamment, les filles, le club de filles apprend quelque chose. Ils apprennent que les rivaux ont l'habitude de tuer l'un des membres de l'équipe adverse pendant leur match. Alors ça, on se dit, mais alors, on se demande, on est tombé dans la quatrième dimension d'un coup. C'est devenu Riverdale, ça y est. Il y a des tueurs partout. Et en fait, elles vont essayer d'empêcher ce meurtre et de venir au secours des garçons, et en l'occurrence au secours de Jeff, je crois, hein, qui est Oui, allergique au jus d'ananas. Je crois que c'est ça l'histoire. oui, oui, Et c'est ça. ils ont mis du jus d'ananas dans les sprinklers qui arrosent le terrain. Donc s'ensuit une bataille, vraiment une bataille en plan ralenti, hein, on se croirait carrément dans 300 par moment. Et une bataille aussi où ça devient vraiment plutôt gore même. Bah, c'est un pugilat, ouais. Vraiment un fight club, hein, le fight club premier Ouais, arrive ouais, bel et ouais. bien. Et ça finit en bas de sang. Alors ça c'est sans doute l'image la moins gore, mais à la fin ils disent mais on n'en aurait quand même pas tué un ou deux là dans le groupe. Si si, possiblement. Et c'est là où je trouve que Tous, je crois. Ouais. j'aime beaucoup comment et là pour le coup j'y vois peut-être un propos politique, comment le film dédramatise parfois l'action violente. Parce qu'en fait à un moment par exemple je crois que c'est le personnage d'Hazel, pour se Oui. venger de Jeff à un moment fabrique une bombe carrément. Elle fait ah oui bah c'est bon, on rentre dans le terrorisme, il n'y a absolument pas de souci. Et finalement elles ont cassé la gueule au mec et elles se font applaudir. Et il y a une manière de dire que finalement euh, cette action violente d'une certaine manière n'est pas si grave et pourquoi pas légitime quoi. Bah, sachant que déjà, en plus, c'est dédramatisé aussi, parce qu'on est dans un film comique, où du coup, on peut Oui se permettre voilà. plus de choses aussi. Mais alors, là où c'est bien fait aussi, c'est que certes, c'est dédramatisé, mais ça reste extrêmement violent. Oui, oui, il y a quand même un impact, ça devient, c'est même un peu gore, il y a même un mec qui est transpercé par une épée, à un moment, ça n'a aucun sens, mais et c'est une scène qui est très drôle, quoi. Mais de la même Euh, manière, à un moment, il y a un passage, bon, voilà, bon, c'est la, la, le passage où, bien sûr, le plan se casse la gueule et tout va de mal en pis. mm, mm. Il y a Hazel, à un moment, qui se fait un 1 contre 1 contre, genre, Ouais, la bête du lycée. Et qui se fait défoncer. Et pareil, là, c'est pas très drôle. Hein. ouais, oui, c'est la scène, il y a un petit malaise, quoi, on se dit, mais attends, ils ont vraiment mis en scène le mec du lycée qui tabasse une meuf qui a rien demandé à personne, et c'est un spectacle, quoi. Donc, Mm. c'est là où je trouve que le film, sur ces scènes-là, arrive à être un petit peu subversif. Sinon, je trouve que dans son propos général, en fait, il y a. Et c'est un peu le même débat qu'on avait eu sur le film Bayard Rustin. Vous pouvez aller voir sur YouTube le replay. Le film Bayard Rustin, donc on avait un personnage de militant afro-américain des droits civiques qui était également homosexuel, donc on avait une intersectionnalité. Et là, on a aussi une intersectionnalité entre le féminisme et les personnages lesbiens, quoi, d'une certaine manière. Et le take du film sur les personnages lesbiens, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est en gros
il y a une espèce de normalisation en fait. Le fait que les personnages soient des lesbiennes en fait n'a quasiment Oui. aucune forme d'importance, même si on comprend qu'elles sont un petit peu ostracisées par rapport aux autres à cause de ça quand même. Parce elles vivent un Bah, peu toutes les deux, elles sont pas dans le, elles sont un peu à côté des autres quoi. non, non, oui, mais dans le film, ce qu'ils arrêtent pas de dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas qu'elle soit lesbienne, le problème, c'est qu'elle soit lesbienne et sans talent. Voilà, c'est ça. C'est Parce que, qu'elles- en fait c'est ça, c'est genre, certes, bon, lesbienne, ça aide pas, mais elles auraient un truc en plus, n'importe quoi, genre comme du style, il y a un mec au début, qui croise au début, où c'est juste ça, tu vois, genre, c'est un gars qui est bien habillé, et du coup, il est bien intégré, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça met en lumière, donc comme le précédent film, hein, comme Bayer Rustin, un débat qui est le débat entre finalement normalisation et normativation. C'est-à-dire la normalisation, c'est tout le monde doit être accepté comme il est, etc. Mais la normativation, c'est finalement, maintenant que les personnages sont acceptés, ils se conforment à une certaine norme et ils sont avec les autres finalement dans une espèce de même moule. Et j'ai l'impression que ce combat-là dans le film, bah, on le voit à la fois dans le fond, dans le sujet qui est abordé, mais aussi dans la forme, où le film, voilà, encore pour moi, hésite un petit peu parfois entre la parodie et vraiment un film plus politique, on va dire, d'une certaine manière, et qui aurait été Mm. plus subversif. D'ailleurs, je trouve le film assez drôle quand il déraille, je trouve le film assez drôle et attachant pour ses personnages. Après, dans ce qui est de la parodie du teen movie, j'ai pas trouvé le film extrêmement original. Voilà, les gags, c'est des gags qu'on a déjà vus dans des parodies de teen movie. Par exemple, le slow clap à la fin, donc il y a un slow clap, comme dans tous les teen movies, Bien sûr. ça on connaissait. La maman qui se tape le petit jeune, c'est la maman de Stifler dans American Pie qui jouait déjà avec les Oui. codes et qui était déjà en quelque sorte déjà une parodie de teen movie en même temps qu'être un teen movie. Donc sur la partie parodie, je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire en fait sur la parodie dans Non, le parce film. qu'après, au final, c'est pas vraiment ça non plus le plus important dans le film. Hmm. Parce que là où le film, au final, a à se démarquer, c'est pas par sa parodie, sa comédie, c'est par ses personnages Ouais, et leur traitement. exactement. Geoffrey nous dit il y a aussi le baiser avant la baston avec deux femmes, effectivement. Euh, donc, Donc c'est Peggy et Hazel. c'est ça, elles essaient de faire une diversion. Et donc tout le monde se met à se retourner, à les regarder, mais pas en mode choqué ou dégoûté, plus en mode ah, il y a de l'action parce qu'elles se roulent des grosses pelles, quoi. C'est pas beaucoup Hmm. plus que ça. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui est vieux dans le public, et on se dit ah, lui, ça va être le vieux grincheux. Pas du tout. Il dit moi, je suis venu pour voir de l'action entre hommes, pas de l'action entre femmes. Donc en fait, il y a toujours, voilà, toujours, même le personnage qui serait le cliché du personnage grincheux, bah lui aussi a un traitement queer dans le film finalement. Puis pareil, t'as pas mal de gens qui réagissent. T'as aussi le Jeff qui regarde Ouais, ouais, et qui dit mais ils s'embrassent, mais c'est pas comme le porno. c'est ça. Est-ce que le porno est réel? Voilà, c'est Est-ce ça. que le porno est réel? Donc ça, voilà, ça pour moi, c'est vraiment les parties rigolotes du film. Et aussi, moi, j'y vois un indice dans le film, c'est-à-dire que on a deux arcs sur les deux personnages, c'est-à-dire que Josie, elle va finalement réussir à sortir de sa coquille et à pécho son crush. Mais PJ, elle, quelque part, va avoir une déception amoureuse, mais malgré tout, elle va être contente pour sa copine. Elle va pas être jalouse et ça va pas créer trop de tension entre elles. Et pour moi, le baiser avec Hazel, en fait, j'y vois un indice qu'éventuellement, bah, PJ et Hazel Oui. pourraient après avoir une relation ensemble, alors que effectivement, elles étaient un peu à couteau tiré pendant le film, elles étaient un peu enemies to lovers, tu vois. J'y vois un petit peu un arc qui pour le coup est pas du tout souligné, et ça j'ai bien aimé. Il y a quand même une subtilité Mm. à chaque fois dans l'écriture sur les relations sentimentales, et on peut y voir pas mal de choses, quoi. Et oui, à la fin, Brittany, je Brittany suis pas lesbienne, ça m'a fait sourire, ouais. qui dit c'est très beau tout ça, mais moi je ne suis pas lesbienne. Malheureusement, elle a l'air d'être un peu triste. Mais pareil, genre comment? Parce qu'au final, avec Hazel, t'as aussi le côté où PJ à un moment va s'excuser auprès d'Hazel. Ouais, Hazel qui était un peu voilà la troisième roue du carrosse pour lui dire bah enfin voilà, elle aussi elle fait partie du groupe, elle aussi c'est un personnage important. Derrière il y a le baiser et après à la fin tu sais quand t'as la caméra qui se recule et que t'as les gens au milieu du stade et tout, PJ et Hazel en fait elles restent à côté ensemble. Donc il y a comment Isabelle et Josie. Josie, oui. T'as Josie et Isabelle qui se roulent des grosses pelles et pas loin t'as Peggy et Hazel qui sont à côté Hmm. tu sens le côté un petit peu premiers émois, tu vois, genre Oui, c'est ça ça. rigole, ça se touche un peu. Donc ouais, il y a une ouverture là-dessus en tout cas qui est quand même pas mal soulignée. Le prof il était incroyable, c'est vrai qu'on l'a pas cité. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop Euh, parlé. Attends, je vais te le Mr. remettre. G, qui est du coup un prof d'histoire,
alors qu'il y a un joueur de football américain à la base, dans la vraie vie. On voit Comme là la beaucoup de dégaine, joueurs en de tout cas. football américains connus, bah, ils se retrouvent au cinéma ou normalement. C'est ça. Et ce qui est plutôt rigolo avec lui, c'est qu'il a aussi une progression au fur et à mesure du film sur la question du féminisme. C'est-à-dire qu'à la base, tu sens que ça le touche pas vraiment. Puis c'est lui qui vient superviser le Fight Club. Et d'un coup, le féminisme, c'est un sujet qui le passionne, il n'arrête pas d'en parler et tout. Et quand le Fight Club se casse la gueule, parce qu'on découvre le mensonge de PJ et Josie, il est en mode non mais les femmes c'est que de la merde. En plus, apprend qu'il a un divorce en même temps. Ouais, ouais. C'est C'est pareil, plutôt marrant. c'est le personnage qui aurait pu être caractérisé comme étant celui qui est devenu un peu misogyne et finalement en fait pas du tout. Et en fait on se dit aussi au début, ça va un peu contre son on se dit c'est un peu le prof qui fout rien et en fait on se rend compte qu'il est hyper passionné par la philosophie et qu'au final il arrive vraiment à transmettre des connaissances aux élèves et à être utile quoi. Mm. Euh, Ouais, moi je te dis au niveau de défaut, je te dirais juste voilà, juste les gags qui relèvent de la parodie m'ont semblé un petit peu en dessous par moment. Ouais. Mais à part ça, vraiment, le film était vraiment très rafraîchissant, très agréable. Et je pense aussi que on peut le recommander vraiment à toutes les générations. Parce que je pense que la génération actuelle, ça, c'est vraiment dans les codes de la génération un peu Gen Z actuelle. En même temps, ça reprend une esthétique qui parlera aux millennials. Il y a du Avril Lavigne, ce genre de truc, Oui. tout va bien. Et même pour un public un peu plus âgé, je pense qu'en fait, c'est une bonne loupe sur comment les nouvelles générations finalement sont en train de grandir. Et je trouve que c'est un film vraiment. 4 Ouais, sur 5 sur oui, oui, Letterboxd. sur les Eh ben. Alors le film est un très très gros succès aux États-Unis en termes de critiques. Au box-office, ça a marché un petit peu moyennement. Ce qui explique qu'il soit sorti directement en vidéo chez nous. Mais le film, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'en parler, avait un buzz quand même très très positif et mérité. Et, euh, et voilà, mais on va suivre le travail d'Emma Seligman. Et notamment, on va regarder son premier film, Shiva Baby, que Nam et moi n'avons pas vu, puisqu'on en a parlé avant. Oui. Et on va regarder ça avec une grande curiosité. Et voilà, et bah du coup, est-ce qu'on fait nos... Alors habituellement, on fait des recommandations de films à la fin, avec des films qui sont un peu dans la même vibe ou qui reprennent des thématiques. Nam, Je la je te vois. laisse commencer. Oui, alors c'est vrai que vu qu'on a fait un film enfin, réalisé par une réalisatrice, j'aurais pu parler d'un film fait par une réalisatrice, mais j'ai préféré choisir un film qui va reprendre un peu les mêmes codes et le même genre d'ambiance, bien que ce soit dans un genre complètement différent. C'est Assassination Ah Nation, oui, c'est un très bon euh, choix. qui est également un film LGBT queer, voilà, qui également est fait pour parler à la jeunesse. Alors pas le même type de jeunesse, parce que c'est vraiment plus la jeunesse TikTok, Instagram et compagnie. Mhm. Euh, C'est Sam Levinson, hein, le réalisateur, je dis pas de bêtises. C'est le créateur d'Euphoria, non? Sam Levinson, ouais, c'est ça. Exactement, donc c'est le créateur d'Euphoria, donc c'est plutôt dans une vibe Euphoria, effectivement. Et c'est vachement bien. Il y a du. Bah, par contre, c'est plus, c'est moins joyeux. Oui, Hein. voilà, Voilà, c'est c'est le. beaucoup plus gore. Et en fait, c'est une espèce de reprise des sorcières de Salem à C'est notre ça. époque, avec toute la vulgarité qu'on peut connaître à Sam Levinson. Donc beaucoup moins. Là, on est presque plus proche avec Bottoms, on est presque plus proche de Wes Anderson que de Sam Levinson, je pense, quitte à choisir des comparaisons. Oui, oui, oui. Euh, Dans le genre d'ambiance, c'est vrai que mais oui. effectivement, aussi un film qui se veut, en tout cas, sur des thématiques approchantes. Destination Nation, si vous l'avez pas vu, vraiment savoir. Hein. Moi, je vous fais deux recommandations sur Oh là là. des teen movies un peu décalés également. Le premier, c'est Booksmart, qui a été réalisé par Olivia Wilde. Donc, c'est sorti il y a quelques années, un an ou deux, hein, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, la relation amicale entre les deux héroïnes, c'est deux héroïnes en fait qui sont dans un lycée et c'est un peu les filles sérieuses et elles décident de s'amuser et elles font une espèce de pacte pour s'amuser. Donc, elles ont un petit peu la même dynamique que dans ce film-là. Et pareil, c'est très bien écrit, très ancré dans la réalité avec des personnages avec une caractérisation beaucoup plus fine que dans les films commerciaux habituels. Et l'autre, c'est un film de Bo Burnham qui s'appelle 8th Grade, avec, donc là plutôt avec des collégiens, et notamment une collégienne. Et c'est un peu comment cette collégienne, à l'époque du numérique, à l'époque de YouTube, va réussir à avoir une adolescence, entre guillemets, normale, et puis à s'épanouir et à s'émanciper, quoi. Et donc voilà, Booksmart, 8th Grade, et de ton côté, Assassination Nation. Voilà nos recommandations. Bon, et bah, comme d'habitude,
Merci de nous avoir suivis. Si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est un replay de Twitch, donc si vous voulez nous voir sur Twitch, n'hésitez pas à suivre nos comptes sur les réseaux sociaux. On dit quand est-ce qu'on fait des critiques. Puis si vous avez vu le film, là par exemple Geoffrey avait vu le film, il a pu nous apporter ses insights, donc c'était vraiment super. Donc voilà, on vous attend pour les prochaines fois et on continue à le faire régulièrement. On peut déjà annoncer la prochaine fois. Exactement, ce sera lundi normalement. C'est ça. Et alors on croyait que ce serait un film indien, mais pas du tout. C'est un homonyme. C'est un homonyme, parce que c'est Netflix qui a sorti un film qui s'appelle Léo, qui est un film d'animation, qui apparemment est plutôt pas mal. Mais nous, moi quand j'ai tapé Léo la première fois, et sur Netflix, c'était un film indien sorti en 2023. Parce que là pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait que des films américains, donc on va continuer un peu sur les films américains, mais rassurez-vous, on fera aussi des films d'autres horizons, même si sur le streaming, forcément, les films américains sont encore surreprésentés. Et on va aussi, on promet, vous faire des mauvais films, parce que là, c'est le 3e film qu'on chronique, et c'est le 3e film qu'on aime bien. Donc là... ça va pas. Hein. Voilà, ça va pas du tout. Franchement, ce format ne tient pas ses promesses. Nous, on a fait un format streaming pour regarder des films d'horreur pourris et des nanars de science-fiction. C'était ça le projet. Et là, on est totalement défait. Mais voilà, en tout cas, on continue. Et alors, comme c'est que le 3e épisode, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même vous m'envoyez un DM sur Twitter ou n'importe où, et on essaie d'améliorer les choses. Léo, l'espèce de lézard sur une voiture de Formule 1. Alors la dernière partie, je n'étais pas au courant, mais lézard, oui. Oui, c'est un lézard. C'est un lézard avec la voix d'Adam Sandler. Potentiellement, c'est... Déjà, tu vois, Adam Sandler, on est peut-être plus sur un mauvais film. Après, on a vu les notes, ça a l'air pas trop mal. Donc, écoutez, pour le savoir, rejoignez-nous lundi. C'est un film d'animation. Un mauvais film d'animation, c'est toujours mieux qu'un mauvais film tout court. Voilà. Grosse année pour l'animation. On en reparlera, je pense, à cette occasion avec Nam. Ah oui. Sur ce, on vous dit salut à tous. Et puis, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye bye.